Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le directeur de l'Institut africain de gouvernance, Monsieur Maurice Nguele est notre invité. Cher invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors, l'Institut africain de gouvernance, de quoi s'occupe-t-il réellement? L'Institut africain de la gouvernance a été créé en 2003 à l'initiative de l'Union africaine, des pays africains, des institutions africaines, en particulier la BAD, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, mais également des institutions internationales comme le Programme des Nations unies pour le développement. Cet institut a été chargé de promouvoir une vision africaine de la gouvernance, de renforcer les capacités des institutions et des acteurs en matière de gouvernance, de produire et de documenter des connaissances en matière de gouvernance en Afrique. L'Institut est entré en activité en 2009. Et depuis 2009, l'Institut joue le rôle d'organe technique conseil de la Commission de l'Union africaine pour tout ce qui concerne les questions de gouvernance, y compris ses relations avec les partenaires extérieurs, en particulier l'Union européenne. Alors si on a eu le besoin de créer cet institut, c'est parce qu'on a fait un constat, certainement par rapport à la gouvernance qui serait défaillante. Alors aujourd'hui, quel est l'état de la gouvernance en Afrique, selon vous? Effectivement, l'Institut a été créé sur la base du constat que les déficiences en matière de gouvernance en Afrique venaient principalement du fait qu'elle était importée. L'idée était de produire une vision endogène de l'Afrique. L'Afrique a fait de nombreux efforts dans ce sens. Je peux vous citer au plan institutionnel la création du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, la création du Parlement panafricain, la création du nouveau partenariat économique pour le développement. Au plan des textes, je peux vous citer l'adoption de la Charte africaine sur la démocratie des élections et la gouvernance, l'adoption de la Charte africaine sur le service public, toute une série de progrès, toute une série d'avancées. Les élections sont maintenant routinisées, les droits de l'homme sont de mieux en mieux respectés. Cependant, il reste encore des tendances négatives qui sont confirmées par la plupart des rapports que nous avons en ce moment. Première tendance négative qu'il faut observer, c'est la question de la persistance de poches d'insécurité humaine et de violence. Mais a-t-on la possibilité de faire autre chose quand soi-même on n'est pas autonome, quand soi-même on ne peut pas financer ce que l'on veut faire, on est obligé de faire la volonté de ceux qui viennent comme des bailleurs de fonds, non? On peut essayer de garder la maîtrise de son destin, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Et l'Afrique a changé, le monde a changé. L'Afrique n'est plus débitrice nette du monde, au sens où elle serait dépendante des autres. L'Afrique est créditrice nette du monde. Ce matin encore, le président Kadeou Ouédraogo et le président Abdoulaye Djané ont parlé de cette question des flux financiers illicites, qui s'élève, selon le dernier rapport de Global Financial Integrity, à 50 billions de dollars par an. Donc pour les 10 dernières années, vous pouvez imaginer que 500 millions de dollars sont sortis d'Afrique de manière illicite. Et c'est autant d'argent dont le continent ne profite pas pour éradiquer la pauvreté, dont le continent ne profite pas pour sa transformation socio-économique, dont le continent ne profite pas pour créer les conditions de sa bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, sur un plan beaucoup plus concret, pour organiser des élections, les pays africains sont obligés de tendre la main. Alors qui décide, c'est celui qui met la main à la poche, non? Notre vision à l'Institut africain de la gouvernance, c'est qu'une bonne aide, c'est une aide qui s'arrête. Mais la contrepartie pour que l'aide s'arrête, c'est qu'on nous restitue ce qui nous appartient et qui est illicitement sorti de nos territoires. Mais expliquez-nous un peu ce qui est illicitement sorti du territoire. Ça sort par quel canal et qui le sort justement? Nous avons de multiples canaux. Il y a une commission, il y a un panel qui a été mis en place par les instances africaines et qui est présidé par l'ancien président Thabo Mbeki qui a produit un rapport qui nous montre qu'il y a différents canaux. L'un des principaux, c'est celui des grandes firmes multinationales minières. Vous avez, dans certains pays africains, producteurs de pétrole, une incapacité de savoir la quantité de pétrole qui sort du pays chaque jour. Vous avez un chiffre mais qui ne correspond pas à la réalité. Voilà un exemple de flux financier illicite. J'ai visité il y a quelques mois, au début de l'année, un grand pays d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai rencontré un chef d'État qui m'a dit, quelques jours avant, il lui avait été rapporté qu'un paysan dans un village avait découvert une pépite de diamant d'une valeur inestimable et qu'on lui avait donné en contrepartie moins de 40 $. La pépite avait été sortie du pays, le pays n'avait pas profité des droits de douane, le service des mines du pays n'était pas au courant, mais par contre, c'était de l'argent qui était perdu pour ce pays-là. Voilà un autre exemple de flux financier. Dans ce cas, il faut jeter un doigt accusateur sur qui concrètement? La responsabilité première est la nôtre. Je crois qu'il faut qu'on reconnaisse que les limites sont d'abord les nôtres avant de commencer à accuser les autres. Donc c'est aux Africains de se prendre en main pour pouvoir émerger. Il faut que nous comprenions que c'est un changement de mentalité qu'il faut également. Alors l'Institut africain de gouvernance a été créé depuis 2009. Nous sommes en 2014. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire concrètement? L'un des résultats dont nous sommes le plus fiers, c'est l'entrée en vigueur de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, pour laquelle nous avons déployé une campagne de plaidoyer intense sous le leadership de la Commission de l'Union africaine et plus particulièrement du département des affaires politiques. Alors comment ça se manifeste sur le terrain avec les élections qui s'organisent régulièrement et qui vont
avoir lieu encore beaucoup les années à venir. Cette charte est maintenant entrée en vigueur, elle est d'obligation. L'une des manifestations de l'entrée en vigueur de cette charte-là, c'est, comme vous le savez, le débat sur la nécessité pour nos chefs d'État de respecter les termes des constitutions. Quand la charte n'était pas en vigueur, il n'y avait pas d'obligation pour les États de le faire. Plusieurs chefs d'État sont arrivés au terme de leur mandat et devraient partir, mais il y a un vent de révision qui souffle quand même sur le continent. Mauvais vent, à partir de la charte, ces chefs d'État-là se trouvent interpellés par qui? Par leurs pairs, par la communauté internationale, par leur population, c'est le plus important. Les populations sont toujours interpellées, mais c'est leurs pairs qui n'interpellent pas. Qui fait peur à qui? Les loups ne se mangent pas entre eux, vous le savez très bien. Je pense que vous êtes très dur de ce point de vue-là. Le simple fait que la charte soit entrée en vigueur est un signal, y compris pour ceux qui ont une tendance négative à vouloir jouer avec les constitutions. Voilà un résultat de l'Institut africain de la gouvernance. Parce qu'il n'y a pas un rôle coercitif sur les États, sur les dirigeants. À partir de ce moment, le chien aboie qu'à la caravane passe. Je pense que ce n'est pas par la coercition que les choses vont se résoudre. La prise de conscience des dirigeants eux-mêmes? Je pense que c'est longtemps. Non, c'est surtout par le renforcement de la voix des citoyens, par le renforcement des capacités des citoyens. Parce que finalement, qui détient le pouvoir? On laisse croire que c'est le peuple, mais apparemment, non, c'est le peuple. Ce n'est pas. Apparemment, non, c'est le peuple. Oui, c'est ce qui est dit dans le cadre formel. Mais dans les faits, apparemment, ce n'est pas le cas. Hein. C'est le peuple. Vous pensez que ce peuple-là est souvent consulté? De plus en plus, le peuple est consulté dans les pays africains. De plus en plus, le peuple a la faculté de s'exprimer. Et de plus en plus, il va s'exprimer dans le sens de faire respecter ses droits. Donc, si je comprends bien, vous donnez beaucoup plus de pouvoir au peuple en disant réclamez vos droits. Exactement. Et non, la pression n'est pas mise sur les dirigeants qui veulent rester. Nous travaillons dans les deux sens. Vous savez, nous sommes un organe technique Conseil de l'Union africaine qui n'est pas une organisation d'intégration. Hein. Donc, c'est les chefs d'État qui décident. Donc, d'un côté, nous essayons de convaincre les chefs d'État qui ont ratifié la charte de la mettre en œuvre. De l'autre côté, nous renforçons les capacités citoyennes afin que les peuples revendiquent l'exercice de leurs droits. Je crois que c'est par cette convergence de démarches-là qu'on arrivera à une gouvernance vertueuse. Certainement, vous êtes très optimiste, mais puisqu'à partir de 2015, il y aura beaucoup d'élections sur le continent, je voudrais bien qu'on se retrouve peut-être à l'horizon de 2016. On va se remettre encore dans ce débat. On va voir le nombre d'élections qu'il y a eu et combien de chefs d'État ont réussi à changer la constitution et à s'accrocher au pouvoir. Vous prenez le pari avec moi? Je prends le pari avec vous. On va continuer cette émission et parler des accords de partenariat économique. Maintenant, où en est-on de ces accords-là dont on parle beaucoup, mais on ne sait pas ce qui se passe réellement? L'Institut africain de la gouvernance partage complètement la position de la Commission de l'Union africaine sur ce point-là. La Commission de l'Union africaine est en cours d'adoption de ce que nous avons appelé l'agenda 2063 pour la transformation socio-économique de l'Afrique. Et l'un des éléments majeurs de cet agenda 2063 pour la transformation socio-économique de l'Afrique, c'est le renforcement de l'intégration régionale et l'industrialisation du continent. On ne peut pas, dans le même temps où, au niveau continental, nous visons ces deux objectifs stratégiques, nous faire obliger par un partenaire à signer un accord qui va casser l'intégration régionale et qui va casser l'industrialisation. Mais est-ce que les États individuellement pris comprennent quand même ce message? L'Union africaine a poussé, a plaidé, a adopté des résolutions, des recommandations pour que les États comprennent ce message et ne s'y engagent pas individuellement. Nous sommes donc dans une situation où nous déplorons fortement le fait que certains États aient signé les accords. Pour l'instant, ils ne les ont pas ratifiés. Entre le moment de la signature et le moment de la ratification par les États, nous avons encore une marge de plaidoyer et de travail. Nous avons encore des réunions techniques et des sommets de l'Union africaine qui permettront peut-être de refaire converger les positions. L'objectif étant de mettre en œuvre l'agenda 2063 pour la transformation socio-économique. Ôtez-moi d'un doute, il paraît que les pays de l'Afrique de l'Ouest ont signé cet accord. Est-ce que c'est vrai? Malheureusement, il y a eu effectivement un engagement des pays de la CEDEAO. Mais comment est-ce que vous expliquez ça? C'est par ignorance ou bien Non, ce n'est pas par ignorance. Sachez que les partenaires européens ont mis une pression intense. Il y avait une date butoir. En octobre, il y avait une date butoir au-delà de laquelle les partenaires européens faisaient planer la menace de la perte du système de préférence généralisée sur les pays africains. Bon, je crois que là, ça a été souvent la priorité accordée à une vision à court terme qui a primé la signature précipitée de ces accords. D'autres régions, par exemple l'Eastern African Community, a repoussé la signature et les choses continuent. Je crois que la signature n'est pas encore la ratification. Toujours par rapport à l'Afrique de l'Ouest, on apprend qu'un mandat a été donné par les chefs d'État au président sénégalais Macky Sall pour qu'il essaie de les représenter au cours de ces négociations. Quelles négociations encore quand c'est dit à signer? En réalité, le mandat avait été donné avant la signature. Donc une première tentative a été faite lors du sommet de la CEDEAO qui avait lieu à Abidjan. Elle n'a pas réussi. Et une deuxième tentative
a été faite, qui est passée. Donc le mandat avait été donné avant. Je crois qu'il faut prendre acte du fait que les pays ont signé. Maintenant, je vous dis... Donc votre action, c'est dissuader la ratification. Permettre de faire comprendre qu'il y a tellement de risques pour les économies africaines, pour les économies individuelles des États, pour les économies des États au niveau régional et pour l'économie continentale, qu'il vaut mieux revoir ces accords-là. Un pays comme le Cameroun aurait signé un accord intermédiaire. C'est quoi cet accord intermédiaire? Ce qui est une autre catastrophe. C'est un accord qui les met dans un entre-deux, parce qu'il exige des capacités d'adaptation de l'économie camerounaise, dont le coût budgétaire s'élève pratiquement au total du budget du Cameroun. Donc je ne vois pas comment l'accord intermédiaire lui-même pourra être mis en œuvre. Je crois que là encore, c'est une question de continuer la discussion, de ne pas s'engager dans la précipitation. Ce qui est sûr, nos téléspectateurs qui nous suivent, qui sont quand même de cette Afrique-là, ont de quoi être inquiets. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a possibilité de refaire un pas en arrière? Pour les pays qui ont signé l'accord, il y a encore la ratification. Donc il y a encore une fenêtre d'opportunité dans laquelle la négociation reste possible. Dès que ce n'est pas ratifié, ça ne va pas entrer en vigueur. Ça ne va pas entrer en vigueur. Donc la négociation reste possible. Et il ne faut pas oublier que l'Europe elle-même est engagée dans un accord économique avec les États-Unis d'Amérique. Tu ne la mets pas dans une position de facilité. Et donc, je crois qu'il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps. Nous avons des experts qui sont très bien formés, qui sont spécialistes sur ces questions-là. Le problème, c'est souvent que le politique n'est pas en symbiose avec leur expertise sur ce point-là. Est-ce que vous êtes optimiste? Je suis réaliste. Merci beaucoup, Monsieur Maurice Nguele Nguele. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur de l'Institut africain de gouvernance. C'était un plaisir pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Boton. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.